Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec Guillaume. Toujours là. Et donc, pour commencer à parler du chapitre 21, soit le 3e chapitre de Tyrion. Vas-y Guillaume, je te laisse faire le résumé du chapitre. Alors, dans ce chapitre, on retrouve donc Tyrion. C'est la fin de son séjour à la garde de nuit. Et il semble s'être entendu vraiment à merveille avec la plupart des membres de la garde de nuit, à l'exception bien évidemment de Ser Alliser Thorne. Et avant de partir, Lord Mormont lui conjure de toucher un mot à la cour de la situation critique de la garde de nuit. En fait, le vieil ours, comme on l'appelle, est certain qu'un hiver des plus rudes se prépare et que la garde ne sera pas en mesure d'assurer son rôle dans son état actuel. Tyrion accepte, bien qu'il sache pertinemment que la cour ne répondra pas à sa demande. Et après cela, il finira par faire ses adieux à Jon, en lui promettant aussi de faire parvenir ses salutations à Winterfell, et qu'il essaiera de trouver les mots pour réconforter Bran dans son état actuel. Ils se serreront alors la main et scelleront leur amitié. Ok. Quelle poésie dans ce résumé. Quelle poésie. Écoute, on essaie de se renouveler un petit peu. Donc le chapitre débute par une scène où Jeor Mormont, le Lord commandant de la garde de nuit, demande à Tyrion de rester encore un peu au mur. En effet, celui-ci compte partir prochainement. Tous les membres de la garde de nuit, ou enfin de l'état-major, étaient tristes de le voir partir. Tous, non. Un irréductible du nom d'Alliser Thorne, lui, n'était pas mécontent. S'ensuivit alors un duel entre Alliser Thorne et Tyrion. Le premier voulant un duel à l'épée dans la cour du mur, mais Tyrion le ridiculisant à coups de joutes verbales. Donc ouais, comme tu l'as dit, déjà Alliser Thorne, on a vu qu'il s'entendait pas très bien avec Jon. Ouais. Et le courant n'a pas l'air de passer aussi avec Tyrion. Mais on va comprendre un peu plus tard d'où pourrait venir cette frustration. Donc on apprend que Bowen Marsh, donc on avait déjà cité son nom dans le premier chapitre de Jon à la garde de nuit. Ouais, je sais plus il travaille à Fort-le-Vent ou à Tour Ombrageuse, je sais plus du tout. Non. Alors Bowen Marsh, on avait ou alors c'est l'intendant, je sais plus. Ouais, c'est l'intendant. Non. Dis-moi. Si, c'est ça. En fait, Bowen Marsh, dans le premier chapitre de Jon, on avait juste dit qu'il appartenait à l'état-major de la garde de nuit. En fait, il était là, je sais plus à quel moment, je crois que c'était pendant que Jon, justement, dînait avec Tyrion, et il y avait Bowen Marsh dans un coin, quelque chose comme ça. Et donc là, en fait, on apprend qu'il est le Lord Intendant du mur. Ok, d'accord. Alors après, le Lord Intendant, pour ça dire l'intendant, quoi. Mais ouais. On a rajouté un petit Lord derrière pour mettre les petits plats dans les grands. Donc Bowen Marsh discute avec Tyrion sur le rôle que devrait occuper Alliser Thorne à la garde de nuit. D'après Tyrion, il maltraite les nouveaux venus et pour cela il mériterait de décrotter les écuries. Mais non, la garde de nuit avait assez de palefreniers. Il n'y avait même que ça récemment avec des voleurs et des violeurs. Or, Alliser Thorne était un chevalier confirmé et l'un des seuls à avoir pris le noir depuis que Jeor Mormont était devenu Lord commandant. Depuis pas mal de temps donc, car d'après un autre chevalier du nom de Jeremy Riker, lui et Alliser Thorne étaient ensemble lors de la bataille de Port-Réal, mais du mauvais côté, donc celui des Targaryens. Et Tywin Lannister leur a alors laissé le choix, soit la mort, soit le noir. On connaît maintenant leur choix. Ouais, bon. C'est sûr que... Bon, c'est sûr, tu comprends un petit peu que Ser Alliser Thorne, il a jamais voulu être à la garde de nuit. Tu peux comprendre qu'il déteste Tyrion. C'est le fils de Tywin qui l'a forcé à prendre le noir. Mais bon... moi, je peux comprendre. Ouais, je peux comprendre qu'il est vraiment le seum, hein. Ouais, tu peux être frustré parce que ça veut dire que c'était un chevalier. Alors, s'il était à la cour au service targaryen, c'est peut-être on sait pas s'il était un membre important, mais en tout cas que voilà, il était arrivé, quoi. Il était au service de la maison royale et donc forcément, quand on t'annonce que tu dois prendre le noir, c'est-à-dire prendre un engagement à vie pour servir au mur qui a l'air franchement délabré, froid, glacial, seul, sans enfant, sans femme, je peux comprendre que tu ressentes une certaine frustration.
Ouais. Mais après, il a pas tiré le meilleur parti de sa situation, hein. C'est sûr que... Ah, il est quand même maître d'armes, c'est bon, c'est pas mal, tu vois. Ouais, mais il en profite pour se défouler. Non, mais bien sûr. Après, je dis pas que derrière il fait des choses bien, mais juste que je peux comprendre sa frustration. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, mais on a aussi l'impression qu'en fait, enfin, tu vois, c'est un peu comme ce qu'on avait lu dans le prélude, c'est-à-dire que le noir, c'est vraiment l'échappatoire à la mort, ou l'échappatoire à une. Mais alors, du coup, là, c'est un peu parce que dans le prélude, le choix c'était soit tu perds ta main, soit tu prends le noir. Là, c'est soit la mort, soit le noir. Donc, le choix, il est vite fait, quoi. C'est sûr. Quoique, bon, je pense qu'il y a des gens qui préféraient la mort à venir se terrer dans ce trou pour le reste de leur vie. Hein. Je pense Tyrion, clairement. Je suis pas sûr que Tyrion, ils prennent le noir. Mais en tout cas, ça nous apprend aussi deux choses. C'est que Gérard Mormont est Lord Commandant depuis plus de 15 ans. Puis qu'on sait que Alistair Thorne l'a rejoint après qu'il est devenu Lord Commandant. Et que Tywin Lannister, il paraît être assez impitoyable envers ses ennemis. Parce que d'une part, on sait que justement lors de ce qu'on appelle le sac de Port-Réal, c'est lui qui a trahi Aerys Targaryen, alors qu'il était son anciennement ou qu'il était sa main actuelle, afin de pénétrer dans les défenses de la ville. Donc bon, déjà on sait que voilà, il peut jouer sur plusieurs tableaux, quoi. Il est pas le plus loyal seigneur qu'on puisse connaître. Et que même en ayant gagné, il a été impitoyable envers ses ennemis, quoi. Ouais. Donc, bon, bah, Tywin Lannister... Bon, on sait déjà que Tywin est plutôt impitoyable, les enfants Martell s'en souviendront. On se souvient que Ned avait... Alors, les enfants Targaryen, plutôt. Ouais, Targaryen ou Martell, bah, ils ont le sang des deux, quoi. En tout cas, les enfants d'Elia Martell se souviennent, et Elia Martell elle-même se souviendront... Enfin non, parce qu'ils sont morts. Mais ouais, ça, parce qu'en fait, dans le chapitre de Ned, on apprend que Ned lui est assez en colère envers. Dans le chapitre de Ned, on apprend que celui-ci est assez en colère, voire furieux contre Tywin, parce que c'est lui qui a présenté le cadavre d'Elia Martell et des enfants de celle-ci, de Rhaegar Targaryen à Robert. Ouais. Donc ouais, Tywin Lannister, ça a l'air d'être un personnage vachement intéressant. Tu comprends pourquoi ça a l'air d'être le seigneur le plus puissant des 7 couronnes. Ouais, en plus d'avoir la thune, on sent que il sait comment gérer ses relations. Hein. C'est alors qu'apparaît pour la première fois dans le roman Maestre Aemon, le maître de la garde de nuit. Donc Guillaume avait déjà fait une remarque sur l'étymologie de son nom la dernière fois qu'on a parlé de lui. Consonance très targaryenne. Bah, ça, on a entendu déjà ce prénom, Aemon, chez un autre personnage par 2 fois depuis le début du tome. Est-ce que tu te rappelles de qui? Oh non, Aemon. Ouais. Aegon oui, mais Aemon, ça me dit rien. Alors c'est un personnage qui s'appelle Aemon Chevalier Dragon. Ah oui, c'est vrai. Donc cité par 2 fois. La première fois dans le chapitre de Bran où il parle des membres de la garde royale. Donc on sait qu'Aemon Chevalier Dragon c'était un membre de la garde royale. Et une autre fois dans le premier chapitre de Sansa, et le seul d'ailleurs pour l'instant, où elle cite les chevaliers qui lui font un peu tourner la tête, quoi. Les chevaliers des légendes. Ouais. Donc bon, alors Aemon, bah pour l'instant c'est les seuls prénoms avec cette étymologie, donc avec un AE qui se colle, et puis voilà, ça a été des Targaryens pour l'instant. Ouais. Il apparaît comme étant vieux, de plus d'une centaine d'années, aveugle, et avec une chaîne de maîtres fournis en métaux, et au contraire des membres de l'état-major, ne pense pas que Tyrion se fiche de... Alors, plutôt... Mais du coup, si ça serait un Targaryen, ce serait chelou que Robert ne soit pas allé le trouver, tu vois. En plus, ça serait connu, parce que... Quoi, tu me diras, si il est plus vieux de plus de 100 ans, bon, c'est-à-dire qu'il est assez ancien et que... peut-être la jeune génération ne sait pas que c'est un Targaryen, mais... Ouais. En tout cas, Robert a l'air tellement d'exécrer les Targaryens que ça m'étonne que... tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça veut dire, si c'était il y a 15 ans, la rébellion, ça veut dire qu'il avait déjà au moins 85 ans, qu'il était maître à la citadelle, enfin, pas à la citadelle, maître à la... Garde de nuit. À la garde de nuit. Honnêtement, quelle menace il représente, le vieux, tu vois. À part froisser les relations avec la garde de nuit, bien qu'ils doivent s'en foutre, ouais, mais bon... Tu sais très bien comme moi que les cycles pour un homme comme pour une femme, pour un homme et pour une femme sont différents, et que tu peux bien avoir 85 ans et toujours avoir des enfants.
Ouais, abuse pas. S'il arrive à bander, c'est déjà un miracle. Il y a des gens de 85 ans qui ont des enfants. Hein. Bon, c'est vrai. Surtout que les Targaryens, ils ont une certaine fertilité. Mais bon, t'as raison. Hein. Je vois en plus, c'est-à-dire qu'il est il a la garde de nuit, il est au mur. De toute façon, on lui a proposé. Ça se trouve, il est à la garde de nuit depuis tellement de temps. Genre, il a jamais représenté une menace. Si ça se trouve, il a jamais représenté de menace pour personne. Non, mais de toute façon, il sert depuis longtemps. Quelle menace présentée? C'est-à-dire, c'est les menaces durant ces 15 dernières années. Parce qu'avant, c'était pas une menace, du coup, on s'en foutait. Si, supposément, c'est un Targaryen. Et donc, depuis que Robert est arrivé au pouvoir, peut-être qu'il est même, peut-être que même ça lui est jamais arrivé à l'oreille que, ouais, qu'il y avait un, bah, ouais. Supposément, si c'est un Targaryen, ça se trouve, c'en est pas un. Mais en tout cas, les seuls prénoms pour lesquels on avait ces genres de consonances, c'était pour des gens de la famille Targaryen. Ouais. Il apparaît comme étant vieux, de plus d'une centaine d'années, aveugle, et avec une chaîne de maître fournie en métaux. Donc, je crois qu'on avait déjà parlé ça, lors de l'entrée de Maître Pycelle. C'est-à-dire qu'on sait que les maîtres portent des chaînes, et ces chaînes sont fournies en métaux connus des êtres humains, et aussi en pierres précieuses. On a l'impression que plus on en a, plus il y a alors le maître est compétent, quelque chose comme ça. Ouais, parce que Maître Pycelle, il en a largement plus que Maître Luwin. Donc probablement peut-être que je sais pas, chaque métal représente une discipline ou un domaine d'expertise, un truc comme ça. Ouais. Que Maître Pycelle en a peut-être plus. Un niveau, hein. Ouais. Peut-être un niveau de test ou des trucs comme ça, tu vois. Alors c'est les médailles dans League of Legends, tu vois. Peut-être, ouais. Bon, de toute façon, on aura sûrement un descriptif un peu plus tard. Au contraire des autres membres de l'état-major, ne pense pas que le Tyrion se fiche de la garde de nuit, mais au contraire est un géant venu au mur. Étrange remarque pour un an. Mais ça fait un peu écho à la fin du premier chapitre de Jon, où Tyrion Lannister avait, selon le Jon Snow, une prestance vraiment royale. Tu vois, si tu te rappelles, en gros, à la fin du chapitre où Jon et Tyrion se parlent, Tyrion commence à rentrer dans la salle des fêtes de Winterfell, et en fait, son ombre s'élargit, et Jon lui trouve une prestance vraiment royale. Et t'as un peu cette impression que, qu'il y a un peu cette métaphore disant que, ok, Tyrion c'est un nain, mais qu'il a un certain charisme, quoi. Ouais, je pense que, en fait, il a tout, il a vraiment tout pour être vraiment un membre de la famille royale, à part son physique, quoi. Vraiment, il a l'esprit, il a totalement l'esprit. Ah ouais, bah après, c'est sûrement l'un des esprits les plus affûtés de cette couronne. Mais après, s'il aurait pas eu ce physique, peut-être que son esprit serait pas aussi affûté. Hein. Oui. Mais bon, ça, on saura jamais. Le Lord commandant désigne alors 3 hommes de la garde, dont Yoren, en plus de Jyck et Morek. Donc, on rappelle, Yoren, c'est celui qui avait rejoint Jon et Benjen sur la route de la garde de nuit, qui avait accompagné 2 violeurs. En plus de Jyck et Morek, donc les gardes personnels de Tyrion, afin de l'accompagner jusqu'à Winterfell. Tyrion voudrait bien que Jon Snow fasse partie de son escorte, mais Mormont refuse. Selon lui, les nouveaux membres doivent oublier dès que possible leur ancienne vie. C'était encore trop tôt. Et il sait de quoi il parle, puisque sa sœur Maggie Mormont, donc depuis le début du podcast, moi je te demande qui régit l'île aux ours, donc là, on va me faire chier un peu avec cette question de merde. Donc là, elle apparaît enfin, donc Maggie Mormont, depuis que son fils s'est déshonoré. Donc on comprend que son fils, du coup, c'est très probablement Jorah Mormont. Ok. Qui s'est déshonoré, en vendant des esclaves à un marchand d'esclaves, au lieu de les envoyer à la garde de nuit et à son père, en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, Ned Stark l'avait banni sur Essos. Enfin non, il l'a pas banni. Ah oui, pardon. Il voulait lui l'enculer, et lui, il a fui. Ouais, il a fui. Et mais du coup, on apprend que maintenant, on sait que Jorah Mormont, c'est un traître, traître, pas tellement en fait, mais en tout cas il trahit Daenerys, avec qui il est actuellement au service de Varys afin de rentrer sur Westeros. Ça on l'a su dans le chapitre de Ned, au moment où il parle avec Robert, et tu sais c'est par lui que Robert a appris ah oui putain oui c'est vrai que Robert a appris que Daenerys s'était mariée avec Khal Drogo. Ouais. Non, j'avais peur qu'on l'ait pas dit encore, mais si.
Donc Gérard Mormont, le leur commandant, possède des nièces qu'il n'a jamais vues, parce que, bien sûr, il est coincé au mur, en fait. Mais Gérard Mormont n'était pas là juste pour ça. Il demande à Tyrion, qui a des relations et des contacts, de parler autour de lui de l'état de la garde de nuit, que leurs effectifs sont tombés en dessous de 1000 hommes, donc ça on le savait. Et du coup, maintenant on a les chiffres précis. Donc 600 hommes à Château-Noir, 200 à Tour-en-Breuze. Donc Tour-en-Breuze, tu te rappelles, c'est la forteresse de quel côté? C'est à l'ouest, je crois. Ouais, c'est à l'ouest. Et moins de 200 à Fort-Levant. Un tiers seulement est capable de se battre, donc seulement environ 300 hommes. Ce qui paraît très peu. De plus, le mur a 100 lieues de long. Donc, est-ce que tu sais ce que ça représente à peu près une lieue en... Un lieu? Je sais pas du tout. Je sais même pas si on dit un ou une lieue. Une lieue. C'est environ 5 km. 5 km, donc 500 km, putain de merde. 500 km, c'est énorme. C'est énorme. C'est un Paris-Lyon à peu près. Un peu plus qu'un Paris-Lyon même. Putain de merde. Donc tu verras 500 km pour 1000 hommes. Ouais. C'est-à-dire que tu fous un homme Tu divises donc tous les 500 mètres. Oui, 2 hommes tous les kilomètres, donc un homme tous les 500 mètres, oui. Oui, voilà. Bah oui. Je pense que tu peux largement passer entre les mailles du filet, hein. Sachant qu'il y a 3, tu te mets entre Château-Noir et Fort-Levant ou Brageuse. Encore, il faudrait que les hommes soient toujours soient toujours postés à ces 500 mètres d'intervalle tout le temps, tu vois. Ouais. Ce qui a l'air de pas être le cas. Tu te mets entre Château-Noir et Fort-Levant, je sais pas, tu trouves un moyen d'escalader, tu fous tout le monde au calme, hein. Ouais, donc ça a pas l'air d'être, tu m'étonnes que la garde de nuit, elle a pas l'air. Et je pense que tu peux même, je sais pas, trouver un moyen de forer pendant un mois le mur, tu sais, entre les deux, tu vois. Je sais pas. Mais... Après, je pense qu'il y a comme tu dis, il y a des endroits qui a l'air d'être abandonnés parce que tout à l'heure, à la fin du chapitre, Tyrion parle un peu de la floraison autour du mur et on se rend compte et tout que le déboisement devant Château Noir a l'air efficace, mais il y a certains endroits qui ont l'air abandonnés, quoi. Ouais. D'ailleurs, on apprend que, alors on sait que Benjen Stark a été envoyé à la recherche de Waymar Royce, et donc on apprend que Waymar Royce c'est un des fils de Yohn Royce. Ouais. Donc en fait, c'est pas le fils de Nestor Royce, celui qui apparaît dans l'appendice en fait. Donc, les seuls Royce qu'on connaît pour l'instant. Donc le Royce, tu rappelles, c'est une famille bannerée de quelle maison? Des Harines, c'est le surintendant du Val, Nestor Royce. Voilà. Donc les seuls Royce qu'on connaît, c'est Nestor Royce, comme tu viens de le dire, le surintendant du Val, qui a un fils qui apparaît dans l'appendice. Tu te rappelles de son nom ou pas? Putain de merde, non. Donc il s'appelle Albar Royce. Et la troisième Royce qu'on connaît, c'est une femme. Et donc ça a été la première femme de Jon Arryn. Celle qui est morte en couche. Ouais. Ouais, sa deuxième femme, elle est morte. C'est quoi son nom? On connaît son nom? Ouais, Jane Royce. Jane Royce, ok. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Franchement, quand t'as tous ces noms à bouffer et tout, surtout quand c'est des noms qui apparaissent pas encore, forcément, c'est compliqué, genre. Mais bon, c'est pour ça que les appendices aident, hein. Le Lord commandant de la garde de nuit n'a pas voulu désobliger son père comme Waymar Royce. Alors, pardon. Donc, on connaît pas encore le lien entre Yohn Royce et Nestor Royce, hein. Ouais. Donc le Lord commandant n'a pas voulu désobliger son père, et comme Waymar Royce était déjà chevalier, il l'a envoyé au-delà du mur avec 2 de ses meilleurs Royce. Une folie, maintenant qu'il y pense. Garrett semblait s'être parjuré. Donc on rappelle, Garrett c'est celui qui a été exécuté par Ned. Ouais. Ouais, c'est lui, c'était lui dans le tout premier chapitre de Bran. D'ailleurs ça surprend un peu Mormont. Ouais. D'ailleurs, ça surprend un peu Mormont parce que Garrett, même s'il était plus jeune que lui, il était plus ancien à la garde de nuit. Ouais, je pense que c'est la dernière personne qui pensait voir déserter la garde de nuit, en fait. Mais bon, après, on sait pas ce qu'il a vu, hein, Garrett. Dans le prélude, Garrett ne semble pas avoir vu les autres. Mais sûrement, s'il s'est enfui de cette manière... il a vu, je pense qu'il a vu, il a dû finir par apprendre l'état de ses 2 camarades. Ouais, mais même s'il voit des cadavres, c'est pas forcément pour ça que tu vois. S'il voit des cadavres vivants, à mon avis, là... Ouais, je pense que là, tu désertes. Là, tu désertes au calme, hein. Ah, mais non, parce qu'on sait... Mais en plus, il le dit à Ned, en plus. Oui, il le dit, ce que j'ai vu, machin... il n'avait pas été pris au sérieux, mais... Donc on comprend pourquoi il a déserté. On sait, en fait. Bon, de toute façon, on savait, pas besoin de faire pas besoin de chercher midi à 14h, on sait très bien que ça a un rapport avec les autres. Et Waymar Royce et Will avaient disparu.
Bon, il risque pas de les retrouver. Enfin, il peut, hein, mais pas dans leur état naturel. S'ensuit alors un discours mêlant résignation et tristesse sur son état et celui du mur de la part du Lord Commandant. Personne, d'après Jorah Mormont, ne pourrait lui succéder et la garde avait perdu toute sa grandeur, seulement réduite à présent à survivre. Tyrion se promet alors d'en parler autour de lui, et lui promet aussi à Jorah Mormont, même s'il savait déjà qu'on allait lui rire au nez. Lord Mormont demande alors à Tyrion combien d'hivers il a connu. Il lui répond 8-9. Donc, on savait déjà par le premier chapitre de Bran que la durée des saisons était changeante par rapport au monde réel. Et que actuellement ils sont en été, et que celui-ci dure depuis 9 ans. Tyrion, lui, était né durant le dernier grand hiver qui avait duré 3 ans. Et d'après Jorah Mormont, et ce qu'on lui racontait quand il était plus petit, plus un été durait, plus l'hiver qui suivait serait long. Donc forcément, si cet été a duré 9 ans, l'hiver qui arrive, il promet d'être pas mal. Il va taper fort. Hein. Il va taper fort. Comme dirait les Stark, winter is coming. L'hiver vient. Mestre Aemon, d'ailleurs, a reçu des lettres de la citadelle lui confirmant que l'été touche à sa fin. Ils ont des météorologues, je sais pas. Ils ont Evelyne Delia. Les vents, là, il y a le Mistral qui arrive. Donc la citadelle, ça paraît comme quoi pour toi, Guillaume? La citadelle, je sais pas, c'est la fac. c'est la fac des mestres. Tu penses? Ouais, bah je pense que c'est l'académie ou je sais pas quoi. Alors la citadelle apparaît une seule fois dans les appendices. C'est dans le paragraphe sur la maison Tyrell. Et donc en fait on parle la maison Tyrell est dirigée par Mess Tyrell, donc le sire de Haut-Jardin et le Seigneur du Bief. Voilà, Seigneur du Bief, ouais. Et donc par ses oncles, on apprend qu'il y en a 3. Alors un qui s'appelle Garth, qui est le Lord Sénéchal de Haut-Jardin. Un qui s'appelle Sir Maureen et qui est le commandant du guet de Villevieille. Donc le guet, c'est un peu la garde, comme on l'a vu par le guet de Port-Réal. Et le troisième oncle, qui s'appelle Mestre Gormont et qui est érudit de la citadelle. Ok. Donc la citadelle, comme tu dis, c'est un peu un endroit où se retrouvent tous les érudits, quoi. Ça se dit le bif. Ouais, les bifs, ouais. Le Seigneur du Bif, ça me fume. Moi, je t'aurais dit, mais après, ça se trouve, c'est bief, hein. Ah, j'en sais rien. Faudra regarder dans la version française de Game of Thrones. D'ailleurs, Jorah Mormont fait part à Tyrion de ses craintes. À Fort-le-Vent, les pêcheurs ont aperçu des blancheurs. Donc, on sait déjà par le prélude que les autres sont très pâles et blancs. Donc, ça pourrait être ça. Sûrement. D'ailleurs, tu te souviens qui dirige Fort-le-Vent ou pas? Putain, c'est pas le roturier, là, celui... C'est ça, ouais. Cotter Pike. Cotter Pike. Et Denys Mallister prévient que les gens des montagnes fuient. Alors pareil, Mallister, on a déjà entendu ce nom. Ouais, bah je me souviens que c'est que soit Will soit Gareth avaient en fait pas volé sur le terrain sur le terrain des Mallister. Il me semblait que c'était une maison vassale des Tully, non? C'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils foutent tout en haut là? Ah, donc pour toi, qui serait Denys Mallister du coup? Attends, Denys Mallister. Parce que oui, c'est ça. Les Mallister sont une maison vassale de la maison Tully, actuellement dirigée par Jason Mallister, d'après les appendices, qui a un fils aussi dans les appendices qui s'appelle Patrick. Et donc là, on vient de dire que Denys Mallister prévient que les gens des montagnes fuient. Or, les Mallister, eux, leur terre c'est à Salvemer et c'est près des Tully en fait. Donc c'est dans le centre sud de Westeros. Donc en fait, il y aurait un membre Mallister qui serait de la garde de nuit. Quelque chose comme ça sûrement. Probablement. Elle me dit ça, c'est pas genre tous les Mallister qui se retrouvent là-bas, quoi. C'est pas possible. Donc sûrement, ce serait un membre de la garde de nuit, ouais. Mais que fuit-il? L'hiver vient, et la seule chose qui va se dresser entre les ténèbres et le royaume lorsque la longue nuit arrivera sera la garde de nuit. Rêvant alors d'un bon lit douillet avant son départ, il quitte Lord Mormont et se dirige vers ses appartements dans la tour du roi. Mais, à mi-chemin, il observe le mur et se décide alors de contempler une dernière fois la vision qu'on pouvait avoir au-dessus de celui-ci. 2 moyens nous sont alors montrés pour monter au sommet du mur. Un escalier de bois, mais qui paraît très fragile à Tyrion, même si les membres de la garde de nuit confirment sa solidité. Mais c'est vrai que t'as pas trop envie de monter un escalier de bois pendant... Alors, on sait que le mur, il fait combien de mètres de haut? Je crois 200 km, quelque chose comme ça.
Non. 200 mètres, pardon. 200 mètres, 200 Parce mètres. que je dis 200 km. 200 km, attends, fou. 200 mètres à peu près. Et une cage en fer qui pouvait monter grâce à un système de cordes. Donc on tirait sur l'une d'elles pour se faire connaître, puis l'officier de garde nous faisait monter. Donc une sorte de monte-charge. Et lorsqu'il monta, à travers la cage, il vit un feu dans la tour du roi, donc dans ses appartements, sûrement préparé par son garde Morec, mais pas de feu dans la commanderie, dans les appartements de Georges Mormont. Et plus haut encore, il vit à Molleville, donc qui paraît être une petite ville située à une demi-lieue du mur. Donc si une lieue, pardon, c'est 5 km, une demi-lieue environ 2,5 km, quoi. Donc pas tellement long. Ouais, c'est pas très loin. On sait qu'il y a des villes alors qui se situent à l'extrémité de Westeros. Il faisait là-haut très froid, et les passages, même renforcés par des gravillons, dans des lieux les plus fréquentés, se recouvraient quand même de neige et étaient glissants. Alors, en plein milieu de sa marche, une silhouette vient se planter devant lui, Jon Snow. Alistair Thorne l'avait affecté à la veille du mur dans l'espoir qu'il soit plus fatigué le matin à l'entraînement, mais pour l'instant, ceci était un échec. Putain, quel fils de pute. Vraiment. Mais en plus, tu sais, des fois, il y a des gens, ils sont sévères, mais genre, vu qu'ils t'apprennent des trucs et tout, tu les respectes. Là, il essaye de fatiguer son propre disciple, hein, vraiment avec des guillemets, parce que j'appelle pas ça un disciple, ni un maître. Et en plus, il apprend même pas à, je sais plus à Graine ou je sais plus qui, à porter l'arme correctement, ouais. Même pas à empoigner une arme correctement. Il sert à quoi, en fait? Vraiment, c'est le dernier des fils de pute, quoi. Ce que j'allais dire, hein. En plus de cela, ses partenaires en Graine, surnommés Lorrock, Pip, de son vrai nom Pipard, et Alder se défendaient de mieux en mieux grâce au conseil de Jon, et non au conseil de Sir Alistair. Et on comprend que Jon, il s'est finalement rapproché de ses camarades depuis son dernier chapitre. Ouais. À l'annonce du départ de Tyrion, Jon sembla franchement triste. Et lorsque Tyrion annonce qu'il passera sûrement par Winterfell, Jon le charge de transmettre à Robb, l'héritier de Ned qui se trouve à Winterfell, qu'il deviendra le Lord Commandant de la garde de nuit et qu'il compte si bien le protéger que Robb devra se mettre aux travaux de couture avec ses sœurs. Donc, Jon, il est ambitieux. C'est bien, pour de l'ambition dans la vie. Mais bon, je pense qu'il a encore du chemin. Déjà qu'il est même pas membre officiellement de la garde de nuit. Ouais, mais bon. Mais tu sens qu'il est là pour monter, quoi. Ouais, il est là. Il y a pas de raison. En fait, j'ai l'impression que son seul obstacle, c'est Alistair Thorne. Hein. Le reste, il y a pas de raison que ça se passe mal pour lui. C'est pour ça que déjà, tu vois, quand Gérard Mormont, il parlait de ses futurs héritiers, il en voyait pas un à qui il pourrait transmettre le titre, quoi. Et Jon, il dit même qu'il y a peu de membres qui savent lire. Donc Jon, ça me paraît vraiment comme l'héritier parfait, c'est-à-dire que c'est un bâtard, ok, mais il sait lire, il sait bien se battre. Il est plutôt futé quand même. Voilà, il a un peu tout pour lui. Alors pour Rickon, le dernier de la maison Stark, Jon lui donne ses affaires. Enfin, en fait, il demande à Tyrion qu'il dise à Rickon que Jon lui donne ses affaires le temps de son absence. Et pour Bran, il demande simplement une aide de la part du Hutin. Après ces requêtes, Jon lui tend la main et lui propose son amitié. Tyrion accepte franchement, tout en étant très touché. Le dernier regard du mur par les yeux de Tyrion concerne le déboisement autour du mur. On avait enlevé les arbres sur la partie nord afin que les ennemis soient visibles et aussi pour utiliser du bois afin de se chauffer. Mais près des 16 autres châteaux abandonnés du mur, la nature recommençait à faire sa loi et parfois avait déjà gagné le mur. Donc on comprend que c'est même impossible en fait pour aussi peu d'effectifs de s'occuper des 500 km du mur, quoi. C'est totalement impossible. Ça laisse, en tout cas, stratégiquement, le mur, heureusement qu'il est là, parce que sans le mur, c'est l'invasion directe. Hein. Que ce soit des sauvageons, des autres ou des animaux sauvages et tout qui apparaissent derrière, quoi. C'est vrai que t'as raison que le mur il est là, hein, parce que sinon... Ouais, c'est foutu. Il y a pas assez de gens. Et c'est pour ça que Mormont il a pas raison, c'est-à-dire que quand l'hiver va arriver et quand un jour peut-être les autres vont se décider à passer à travers, ce sera compliqué avec aussi peu d'hommes. Avec des morts vivants là, ça va être terrible. Hein. Et par-delà le mur, donc au-delà de ce déboisement, se trouvait ce qu'on nommait la forêt hantée. La dernière scène concerne une fois de plus la disparition de Benjen Stark. Jon se promet
John se promet que s'il ne revient pas bientôt, lui-même ira au-delà du mur et essaiera de le retrouver. Oui, mais toi, qui essaiera de te retrouver pour cette Tyrion en clôturant ce chapitre? C'est vrai que depuis le début, on n'a pas parlé de la disparition de Benjen Stark. Mais bon, ça fait pas mal de temps que le gars il est parti, quoi. Ouais. On sait pas s'il est parti avec des hommes, si des hommes à lui sont revenus, mais en tout cas, ouais. Bon, voilà, s'il est parti, on sait qu'il est parti à la recherche de Wemmereux, donc il le trouvera pas. Donc après, peut-être qu'il dure pour essayer de le retrouver, mais là, il serait Ouais, je temps de pense, revenir. même venant de lui, au bout d'un moment, tu rentres, quoi. Puis on sait aussi qu'il y a d'autres patrouilleurs qui ont disparu, hein. Donc ça serait pas le premier. Et on sait qu'il y a une grosse menace qui rôde au-delà du mur, c'est les autres. Donc ça laisse peu d'espoir, quoi. Après autant de temps d'absence, mais bon. Enfin voilà, on en a terminé avec ce chapitre. On espère qu'il vous a plu. Et puis, on vous dit à la prochaine. À la prochaine pour le chapitre d'Arya.